Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Michel Charpentier, président de l'association Les Naturalistes. Bonsoir. Alors, des tortues ont été retrouvées sur une plage de Petite Terre, des tortues qui ont été victimes de braconnage. C'est un opérateur touristique qui a lancé l'alerte. C'est une scène qui revient fréquemment en ce moment à Mayotte. Nous en parlerons avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 17 juin. Le laboratoire vétérinaire d'analyse départementale est en grève. Peu connu du grand public, cet outil de diagnostic et de connaissance couvre pourtant un large spectre et ses agents dénoncent des conditions de travail inacceptables. Le rapport est tombé et il n'est pas réjouissant. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer a publié l'édition 2015 de son rapport annuel qui présente l'évolution de la situation économique, financière, environnementale et sociale du département en 2014. Les explications dans notre journal. En raison du Ramadan qui approche, la fête de la musique a été organisée ce jour au sein de l'association Tama. Un événement plein d'espoir qui a permis aux adolescents de se rencontrer et de partager autour de la musique. Reportage à la fin de notre édition. Comment travailler sereinement alors que le risque d'infection vous guette constamment et ce, dans les moindres recoins de son lieu de travail? Voilà la question que se posent quotidiennement les agents du laboratoire d'analyse vétérinaire du département. Durant des années, ils ont tenu le coup, mais aujourd'hui, cela est devenu mission impossible. Alors pour faire entendre leur voix et surtout crier leur désespoir, ils ont entamé hier un mouvement de grève. Les images sont signées à Bassalidi et Leslie Vimné. Amoncellement de déchets à analyser, des produits chimiques particulièrement dangereux pour la santé à manipuler. Toute la journée, les agents du laboratoire d'analyse vétérinaire départemental doivent composer avec des conditions de travail à faire pâlir d'horreur. C'est là où je travaille en fait. Vous voyez le bâtiment, comment il est. En fait, c'est notre vie quotidienne. Normalement, on ne devait pas être ici si seulement il y a du travail à faire, des analyses. Il faut faire les analyses et sortir, aller reposer ailleurs, pas ici. Mais comme le labo il est trop petit, on est obligé de rester ici, analyser et rester sur place. Vous voyez sur les photos comment ils sont, les fils d'électricité. Aujourd'hui, les agents n'en peuvent plus et réclament de meilleures conditions de travail. Pourtant, il y a 9 ans, la construction d'un laboratoire digne de ce nom avait sérieusement été évoquée. Un engagement des élus et des responsables qui, à ce jour, est resté lettre morte. Résultat, déchets et autres produits dangereux s'entassent dans les locaux. Un comble pour ce laboratoire d'analyse dont les missions répondent principalement à un service de santé publique. Il faut savoir que nous, ici, on travaille sur le domaine de l'eau. On fait les analyses dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. On travaille sur l'hygiène alimentaire et aussi sur la santé animale. On est emmené à manipuler des échantillons extrêmement pollués, tant au niveau chimique qu'au niveau microbiologique. Aujourd'hui, nous, on dit que notre sécurité n'est pas assurée dans ces bâtiments-là. Il faut mettre l'accent sur notre propre sécurité d'abord. Et outre les conditions de travail déplorables en matière d'hygiène et de sécurité, les agents se plaignent également du manque de considération dont ils se sentent victimes face à une direction qui n'encourage que très peu leurs efforts et encore moins leur évolution de carrière. Depuis qu'on est ici, il y a des personnes qu'on fait 9 ans, 10 ans, jamais aller en stage d'immersion. Quand on demande, notre directeur nous dit qu'il n'y a pas de fonds pour ça. Donc on est là, même on fait notre démarche personnelle, on sollicite juste son signateur, il refuse de signer parce qu'il a peur qu'on va le mettre dans des problèmes. Donc on est là. Autant dire que pour les agents du laboratoire d'analyse vétérinaire départementale, rien ne va plus. Ils réclament donc que des mesures soient prises très rapidement, mais il semble que pour l'heure, les réponses à leurs attentes sont loin d'être satisfaisantes. Alors au vu de la vague de mouvements sociaux qui submergent l'île au Lagon depuis plusieurs mois et de leurs conséquences économiques et sociales, mieux vaut éviter de leur donner l'envie de suivre eux aussi le mouvement à bon entendeur.
Le braconnage des tortues sur l'île Lagon continue à faire des ravages. Des braconniers arrachent la viande des tortues pour leur consommation, comme nous avons pu le constater une nouvelle fois sur une plage de Petite Terre. Les associations protectrices de l'environnement et des animaux, elles, crient leur colère et ne cessent d'en appeler aux hautes autorités pour mettre fin à ce terrible spectacle. En attendant, les Mahorais regardent chaque jour, impuissants, les cadavres de tortues qui s'empilent ici ou là et dont certaines espèces sont aujourd'hui en voie de disparition. Sujet signé Shakila Issouf et Fred Soulaïmana. Sur ce site magnifique, digne d'une carte postale, se déroule un spectacle effroyable. Durant la saison des pontes, des braconniers attrapent les femelles tortues et les mutilent pour pouvoir consommer leur viande. Sur la plage Papani, ces images filmées hier montrent l'horreur et la barbarie dont sont victimes ces animaux majestueux. Des images qui ne laissent pas indifférente la population. Ça fait partie de notre patrimoine, oui, et il n'en reste pas beaucoup parce qu'à l'époque, quand on était jeune, je me rappelle que quand on va à la plage, il y en avait plein qui montaient pour pondre et nous on se posait dessus. Maintenant, il n'y en a plus. Dans les plages, il n'y en a plus. Alors qu'à Sada, chez moi, il y en avait plein le soir. Là aussi des moyens, si positionner des gens sensibilisés et tout ça, sinon... Il faudrait effectivement protéger les tortues, ça voudrait dire avoir un nombre de gardiens, je pense, très important. Le linéaire de côte, il est quand même très long, même si elles se reproduisent sur certaines plages. Donc ça veut dire des moyens non négligeables, quoi. Donc c'est ça, je pense, le problème sur Mayotte actuellement, quoi. Le massacre des tortues fait ressortir la problématique de l'absence de surveillance des sites, sachant que financièrement, ni le parc marin, ni les associations qui luttent contre ces braconnages n'ont aujourd'hui les moyens de financer le gardiennage. La situation est catastrophique. Comme beaucoup de problèmes à Mayotte. Là, c'est les tortues. On a vraiment un carnage. C'est un site primordial pour la ponte de tortues. On ne dirait pas que c'est un site pour les pontes de tortues. On dirait plutôt que c'est un cimetière pour les tortues. Vous avez constaté, comme moi-même, des carcasses partout. On a même des tortues entières en train de pourrir sur la plage avec les œufs. Moi, je trouve ça inadmissible, c'est scandaleux. Je pense qu'on a un gros souci à Mayotte, c'est qu'il y a un manque de personnel qualifié pour enrayer ce problème. Et j'ai l'impression qu'on se focalise plus sur des plages qui n'ont pas trop d'importance et des plages comme celle-ci, Msanga Papani, qui est primordiale. Il est vrai qu'il n'est pas facile d'accès, mais on se rend bien compte qu'il y a un gros problème de tuerie de tortues et c'est scandaleux. Ici, plus de 30 nids de tortues ont été comptabilisés sur le long de cette plage, transformés en cimetière. Et si les autorités compétentes ne font rien, Mayotte risque d'assister à la disparition progressive de ces tortues. Une campagne publicitaire de sensibilisation est actuellement lancée depuis avril dernier avec des mots très forts. Mais est-ce suffisant pour arrêter ces chasseurs sans foi ni loi? Pas sûr. Michel Charpentier, je me tourne vers vous. Vous êtes le président de l'association Les Naturalistes. On l'a dit dans le reportage, les tortues sont en voie de disparition ici à Mayotte. Vous le confirmez ? Elles sont en voie de braconnage accéléré. De disparition, heureusement pas encore, mais on constate effectivement une recrudescence du braconnage qui est assez inquiétante. Parce qu'il y a quand même de la surveillance qui est opéré, même sur les images qu'on vient de voir tout à l'heure, j'ai constaté qu'il y avait des traces de peinture, c'est-à-dire que ça a été répertorié déjà par la brigade nature ou par le réseau d'échouage, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de plages à Mayotte où il y a des pontes de tortues et il ne peut pas y avoir des gardiens sur toutes les plages, hein. Mais on sait aussi que là où il y avait des gardiens et où il n'y en a plus, comme par exemple à Sazilé, on constate une reprise du braconnage. Donc c'est vrai qu'il y a une question de moyens, mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Peut-être adressé à la population, parce qu'a priori, oui. Ils sont les premiers concernés. Oui, parce que, vous savez, les braconniers qui, sur chaque tortue, récupèrent environ une 50aine de kilos de viande, il n'y a pas qu'eux qui mangent la viande, hein. Ils la vendent ensuite. Et ils la vendent à des gens qui ne sont pas forcément des braconniers. Et ces gens-là, il faut qu'ils sachent aussi que c'est interdit
de consommer de la viande de tortue, qu'ils sont complices de braconnage et qu'ils pourraient être poursuivis. Hein. Il faut aussi que dans la population, on se dise, bon, le braconnage de tortues, c'est pas spécial. L'interdiction de tuer les tortues, ce n'est pas spécial à Mayotte. Hein. Il y a des conventions internationales qui interdisent de tuer les tortues et qui donc demandent à les protéger, qui concernent la plupart des pays du monde. Hein. Des campagnes d'information ont été faites en ce sens. Pourquoi Alors, ça n'a tout pas, à ça n'a fait. pas marché? Le réseau d'échouage, le REMAT, a fait une campagne là-dessus qui est tout à fait vertueuse il y a quelques jours, quelques semaines. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi à la population, et notamment aux gens honnêtes qui constituent la très grande majorité de la population, heureusement, c'est qu'ils doivent contribuer eux aussi à la lutte contre le braconnage en dénonçant les braconniers. On les connaît parfois dans les villages, on sait qui le fait. Hein. Qu'est-ce qu'ils encourent alors, ces braconniers? Ah ben les braconniers, ils peuvent avoir, si les procédures judiciaires sont menées jusqu'à leur terme, ils peuvent avoir de la prison. J'ai souvenir, il y a quelques années, qu'un braconnier qui avait avoué devant le tribunal avoir braconné à lui seul plus de 200 tortues, vous vous rendez compte, il avait quand même écopé de prison ferme. Hein, je ne me souviens plus la durée, mais c'était au moins 1 mois, si ce n'est pas 6 mois de prison ferme. Donc, c'est pas tout à fait anodin, hein, le braconnage, c'est vraiment interdit. Et la complicité de braconnage, c'est pareil. Il faut que les gens cessent de manger de la viande de tortue. Ça arrêtera aussi le braconnage. Ça freinera également le braconnage. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les élus se désintéressent de cette question? Que les élus se désintéressent de la question de braconnage de tortue? Ils ont beaucoup de choses dont ils doivent s'occuper. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de mobilisation à tous les niveaux contre le braconnage. Bon, les élus, certes, mais je vous dis, il faut aussi que la population soit solidaire et qu'elle apporte un appui à tous ceux qui luttent contre le braconnage. Il y a actuellement la brigade tortue qui est sur le terrain, mais ils sont très peu nombreux. Il y a la gendarmerie, mais bon, ils ont plein d'autres tâches à assurer. Il y a des associations comme la nôtre qui essaient de dissuader les braconniers en occupant les plages certaines nuits. Mais on ne pourra pas tout faire. Hein. Même en multipliant le nombre de gendarmes ou de policiers, il y a trop de plages sur lesquelles les tortues peuvent pondre pour pouvoir les protéger efficacement. Alors, donc, est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui? Est-ce que ces tortues ont été toutes répertoriées? Vous avez un chiffre à indiquer? Alors, on sait qu'il y a, je dis les chiffres de mémoire, environ 300 traces de braconnage, c'est-à-dire des carapaces de tortues qui sont retrouvées à peu près chaque année. Mais on sait qu'il y en a certainement beaucoup plus qui ont été braconnés parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un mode opératoire qui commence à évoluer. Les braconniers ne se contentent plus de laisser les ossements sur la plage, ils les cachent maintenant. Discret. Voilà, pour être plus discret et pour pouvoir continuer plus longtemps leurs méfaits sur la plage. Alors, soit ils les emmènent assez loin dans l'arrière-plage, soit ils retournent la carapace, la bourre de cailloux pour la mettre au fond de la mer, soit avec des pirogues, ils les ramènent en pleine mer. Donc, il y a certainement beaucoup plus que les 300 tortues répertoriées. Merci beaucoup Michel Charpentier. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Les Naturalistes. Merci. L'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, a tenu une conférence de presse ce matin. Objectif, présenter l'évolution de la situation économique, financière, environnementale et sociale du département en 2014. Plusieurs intervenants dans différents domaines économiques ont exposé leur analyse au vu des chiffres récoltés par leurs partenaires tels que l'INSEE, EDM, la SMAE, le SIAM et le Total. Davantage de précisions avec Shakila Issouf et Fred Souleymana.
Pour détailler les données chiffrées récoltées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, 5 intervenants ont exposé leur rapport devant la presse ce matin. Ainsi, le premier orateur expose la situation économique et les perspectives de développement en fonction de l'année écoulée. Les nombreux changements institutionnels et fiscaux liés au statut de groupe révèlent une situation économique bien incertaine, voire morose. Et la seule issue pour favoriser le développement économique semble se porter aujourd'hui sur les fonds européens. Mais encore faut-il qu'ils soient utilisés à bon escient. Tout le monde sait qu'il y a des fonds européens nouveaux qui vont arriver, qui sont de plusieurs centaines de millions d'euros, à peu près 400 millions d'euros, définis selon plusieurs dispositifs. Il y a le FEDER, il y a le FSE, etc. C'est pas qu'on n'a pas suffisamment de gestionnaires, c'est que c'est une inquiétude qu'on se pose et qu'on se demande est-ce qu'on a l'expérience nécessaire, est-ce qu'on a les ressources humaines nécessaires pour gérer ces fonds européens. C'est juste une inquiétude qu'on se pose et qu'on se demande. Donc, parce que ça fait partie des choses qui feront qu'on pourra consommer ou pas les fonds européens. Les deux agents économiques les plus dynamiques sont les ménages et les entreprises qui consomment 14% des crédits à la consommation pour le premier cité et 8% pour le second. Et le rapport révèle qu'avec le taux de bancarisation qui devrait augmenter grâce à l'alimentation progressive des prestations sociales, la situation pourrait évoluer positivement. Avec l'arrivée de toutes ces prestations sociales, avec l'arrivée de toute cette population de jeunes qui est passée à l'âge adulte, donc à la majorité de 18 ans, on peut penser que ce taux de bancarisation va s'accélérer et pourquoi pas atteindre des niveaux supérieurs. Mais ça, on le verra l'année prochaine, on le calculera. Le troisième point exposé porte sur le domaine de l'énergie, l'eau et l'environnement. En effet, dans ces domaines, la consommation ne cesse d'augmenter chaque année et l'état des lieux de la qualité des eaux sur les rivières et littorales est alarmante. 116 millions d'euros ont à ce jour été investis pour l'assainissement des eaux, tandis que le rapport révèle qu'il faudrait y consacrer près de 450 millions d'euros. Puisque le territoire, c'est un territoire insulaire, donc la ressource est limitée. Et la ressource est dégradée aussi. Le dernier état des lieux fait en 2013 sur la qualité des eaux dit que plus de 50% des masses d'eau de rivières sont en état dégradé, état écologique dégradé, et seulement 41% des eaux des masses d'eau littorales sont en bon état écologique. Donc c'est vraiment un enjeu de demain, et cet enjeu passe par le développement de l'assainissement qui aujourd'hui sur Mayotte est très peu développé. Deux autres domaines importants ont été abordés, le transport et l'éducation. L'aménagement urbain reste insuffisant et dans ce domaine, seuls les concessionnaires peuvent se réjouir avec 24 000 véhicules vendus en 2014. Pour l'éducation, trop de capital humain non maîtrisé, c'est-à-dire d'étudiants qui quittent le territoire sans revenir face à un marché du travail trop étroit à Mayotte. Enfin, les commandes publiques que les administrations n'arrivent plus à financer paralysent l'économie de Mayotte. C'est ce qui s'est passé en 2014. Alors comment permettre aux entreprises de créer une activité économique pérenne via la commande publique? C'est l'un des défis que devront relever tous les agents économiques à l'avenir pour que le développement économique du 101e département soit enfin exponentiel. Et en marge de la conférence de presse de Liedom, le comité départemental du tourisme présentait ce matin les résultats de l'enquête flux touristique à Mayotte en 2014. Et là encore, pas de quoi fanfaronner. L'attrait de Mayotte reste bien présent puisque 87% des visiteurs se déclarent satisfaits de l'intérêt touristique et 97% de la qualité de l'accueil. Seul bémol, le rapport qualité-prix n'est pas au rendez-vous pour 61% des visiteurs qui le jugent moyen ou insatisfaisant, ce qui représente tout de même une hausse de 13% par rapport à 2013. On écoute le directeur du comité du tourisme, Michel Ahmed, qui nous en dit davantage sur ce bilan annuel. On a un léger recul de moins 4% par rapport à l'année dernière. Donc on est à 50 500 touristes, alors que l'année dernière, donc en 2013, on avait constaté une augmentation de 14%. Les analyses par rapport à ces chiffres, effectivement, il y a une baisse, un recul de la fréquentation touristique. Et aujourd'hui, l'offre touristique de Mayotte, que ça soit au niveau de l'hébergement, que ça soit au niveau des activités, que ça soit au niveau de l'aménagement du territoire,
ne nous permettent pas d'avoir les ingrédients nécessaires pour aller démarcher le marché asiatique comme la Chine ou d'autres marchés émetteurs. Le coup d'envoi a été donné. Les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré pour les séries L, S et ES. Des débuts difficiles dès 9h avec la terrible épreuve de philosophie. Comme chaque année, cet examen crucial pour la suite des études fait trembler les uns et se transcender les autres. Sur l'ensemble du territoire français, plus de 680 000 candidats ont dû plancher devant leur feuille d'examen. Et à Mayotte, près de 800 élèves pour le seul lycée Bamana se sont évertués à la tâche. Reportage à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Nombreux sont ceux d'entre nous qui ont vécu ces épreuves comme une véritable pénitence. L'examen du baccalauréat est un passage indispensable à la poursuite des études. Pas une fin en soi, il permet bien souvent de délivrer les jeunes d'un poids vieux de 3 ans. En effet, les longues heures passées à écouter et à apprendre vont maintenant devoir être réutilisées à bon escient, comme le confirme le proviseur du lycée Younoussa Bamana. Ils se sont bien préparés, enfin c'est ce qu'on espère, les avoir préparés au mieux pour qu'ils puissent évidemment clôturer ce passage au lycée de la meilleure manière en ayant leur examen. C'est ce dont nous avons essayé de parcourir ce chemin avec eux et puis de les amener à cette fin d'année à décrocher leur baccalauréat qui leur permettra ensuite d'accéder, pour certains, à l'enseignement supérieur. Avant d'envisager les études supérieures, tous les candidats vont devoir se frotter aux différentes épreuves, avec comme première embûche à surmonter l'examen de philosophie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aux abords du lycée, la pression monte. C'est la philo, c'est un peu compliqué personnellement pour moi, tu vois, c'est un peu compliqué, donc ouais, c'est normal que je sois stressé. Ah, c'est le bac quoi, donc voilà, on est quand même un peu, on a un peu peur d'échouer quoi, vous voyez. Ah, je me sens stressée, j'appréhende les sujets et on verra bien. Ces élèves ne le savent pas encore, mais pour la série économique et sociale, ils vont par exemple devoir se pencher sur cette question épineuse. La conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient ? Vaste sujet qui a donné du fil à retordre aux étudiants. Mais courage, car il ne reste plus que quelques jours et les jeux seront faits. Et il sera alors temps d'envisager la suite sans se tromper. Et ce sont donc plus de 3000 lycéens qui sont concernés cette année à Mayotte par ces épreuves du baccalauréat. Des lycéens et lycéennes à qui nous souhaitons bien évidemment bon courage. Top 500 des entreprises de l'océan Indien, grève avortée à Total. C'est également dans l'actualité de ce mercredi 17 juin. Davantage de précisions avec Pierre Bellucci. Alors que des files d'attente interminables se sont formées ces derniers jours aux abords des stations-service de l'île, les négociations qui ont eu lieu hier à Total ont été fructueuses. La longue liste des revendications a été abordée point par point et un consensus a été trouvé, débouchant sur la signature d'un protocole de sortie de crise. Le conflit n'aura donc pas lieu et les craintes de pénurie ou de paralysie de l'économie sont repoussées. La psychose s'était pourtant emparée de l'île car la population craignait d'être une nouvelle fois prise en otage par le blocage des pompes. Salariés, direction et administrés, tout le monde est aujourd'hui soulagé. La nouvelle édition du Top 50 de l'océan Indien de l'Eco Austral vient de paraître. Selon Alain Fourchon, le directeur de publication, les résultats confirment le dynamisme de nos acteurs économiques qui ont su, pour la plupart, surfer sur la vague de la crise et éviter les requins de tout genre. Pour l'édition 2015, nous retrouvons le même trio de tête composé de Vendémia, filiale du groupe français de grande distribution Casino, du groupe Bernard Ayot, multinationale d'origine antillaise, et du groupe mauricien GML, dont le chiffre d'affaires passe de 699 millions d'euros à 790 millions d'euros. L'Eco Austral révèle cela dit que la situation est assez critique à Mayotte, où le tissu d'entreprises privées reste très mince. En effet, des entreprises doivent subir des rattrapages sociaux rapides, notamment sur le niveau des salaires, sans que la productivité ne suive forcément. Le Top 100 indique ainsi que 161 entreprises à Maurice réalisent un chiffre d'affaires de 1,94 million d'euros et plus, pour 206 entreprises à La Réunion, 123 à Madagascar et seulement 10 à Mayotte. Le nouveau stade de Cavani sortira-t-il un jour de terre ?
11 millions d'euros étaient prévus pour la réalisation d'un terrain en synthétique, d'une tribune de 1200 places et d'un centre d'hébergement. 5 ans se sont écoulés depuis le lancement du projet. La prorogation des enveloppes budgétaires n'a été demandée que le 5 mai dernier, la préfecture accordant la date butoir du 16 juillet pour relancer la machine de mise en publicité des marchés. Or, à ce jour, rien n'a été fait, ce qui veut dire que le dossier financier sera bon à jeter, les 52 jours légaux ne pouvant plus être respectés. Le stade de Cavani risque bien de rester le terrain vague qu'il est devenu encore quelques longs mois, voire de longues années, affligeant. Et on continue avec cette information qui est tombée dans la journée et qui pourrait sûrement vous concerner. Le vol Coaster qui devait décoller demain matin à 8h35 ne partira qu'à 14h suite à un mouvement social des salariés d'Air Madagascar chargé de l'assistance des avions à Tananarive. L'enregistrement doit impérativement se faire entre 11h et midi. Et ce matin, de 10h à midi, l'association Tama a organisé sa fête de la musique. Prévue habituellement le 21 juin, cette dernière a été avancée pour cause de Ramadan. Pour la deuxième année consécutive, la Maison des Adolescents a accueilli l'événement afin de mettre en lumière le talent des jeunes pris en charge par l'association. Une jolie fête pour des jeunes souvent en situation d'exclusion. Reportage signé Pierre Bellucci et Leslie Vimley. La fête de la musique n'est pas une fête traditionnelle mahoraise, mais à Mayotte, pas besoin d'attendre le 21 juin pour chanter et danser, car jeunes et moins jeunes ont grandi au rythme de la danse et du chant. Ça fait un mois qu'on fait un atelier musique sur la Maison des Adolescents, avec l'ensemble des jeunes qui participent justement à nos ateliers collectifs. Et ils ont quand même bien le rythme dans la peau, et du coup je pense qu'ils vont montrer à tout le monde comme quoi la musique fait vraiment partie de la culture mahoraise. Beaucoup de jeunes dansent du coupé décalé, du kuduro, mais il y a des danses qui sont pratiquement invisibles à Mayotte. Par exemple, la danse contemporaine, la danse classique, elle n'existe pas à Mayotte. Et malheureusement, j'avais prévu de danser du corporel, mais mon camarade n'était pas là. Alors, c'est pas cette année que je vais faire connaître la danse corporelle aux jeunes de Mayotte. Pour la seconde année consécutive, les jeunes de la Maison des Adolescents et de l'ITEP Maryland ont pu se retrouver autour de la musique, un moment à part qui favorise les rencontres et tisse de nouveaux liens. Donc l'année dernière, il y avait déjà eu cet événement, l'association Tama l'avait déjà organisé. Ça a été réitéré cette année par mon collègue Sylvain Fleureau. Que vous dire de plus que c'est un moment convivial, c'est une ouverture sur l'extérieur. Ça permet aussi de croiser les services ensemble, d'échanger, de discuter, de passer au-delà des différences, au-delà des problématiques de certains jeunes. C'est jamais facile, mais en tout cas, cette journée peut donner les moyens de... C'est très important parce que déjà c'est pour démontrer que la musique elle est importante, de la faire avec les enfants, de la faire vivre avec les enfants. Et cette journée qui est exceptionnelle, qui est la fête de la musique, l'occasion qu'on a donné la place à la musique du matin au soir, c'est très bien de le faire vivre avec les enfants dans un cadre comme ça. L'espoir, c'est ce que représente Tama. Intervenir auprès des plus démunis, favoriser l'insertion sociale et professionnelle, ou encore lutter contre toute forme d'exclusion. Telles sont les missions de l'association et des différents services qui la composent. La tâche n'est pas simple, mais les professionnels de l'association tentent à leur échelle de sortir les jeunes de la rue. Nos ateliers collectifs ont pour but déjà de créer de la relation, et ensuite ça peut éventuellement déboucher sur des prises en charge individuelles suivant les problématiques de chacun. Donc c'est vraiment qu'ils puissent faire confiance aux professionnels de la Maison des Adolescents et leur montrer aussi en quoi on peut les aider. On ne peut pas accueillir plus que de possibilités, hein. On a un nombre de places sur chaque service. Malheureusement, oui, il devrait y avoir d'autres structures comme les nôtres. La demande est forte. Il y a aussi une méconnaissance parfois des possibilités d'accueil sur le territoire mahorais. On espère qu'à l'avenir, les choses vont pouvoir évoluer. En tout cas, on y croit. La prise en charge et l'accueil des jeunes sont clairement insuffisants à Mayotte. Des milliers d'adolescents errent dans les rues sans but ni perspective d'avenir. Trop peu de solutions sont apportées par les pouvoirs publics pour enrayer ce fléau. Et on se dit alors que ces moments de joie, de danse et de communion représentent une véritable bouffée d'oxygène pour des jeunes à qui la vie ne fait pas de cadeaux.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À 19h35, vous retrouvez l'invitée du temps de parole, Nathalie Constantini, vice-recteur de Mayotte. Elle était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale en compagnie à 6h30 de Kamiloudine Djinfar, secrétaire général adjoint de la CGTMA. À 7h, Michel Ahmed, directeur du comité départemental du tourisme, reviendra sur les chiffres du tourisme à Mayotte pour l'année 2014. À 7h30, c'est avec Cécile Perron, directrice du parc marin, que sera abordé le sujet du braconnage des tortues à Mayotte. Et enfin, à 8h, la parole sera donnée à Yacine Chouabia, directeur d'EDM. Et avant de nous quitter, la nouvelle est tombée. C'est demain que débutera le ramadan. Toute l'équipe de KTV et de Cozy FM se joint à moi pour vous souhaiter un bon ramadan. Bonne soirée à vous sur KTV.